Bienvenue à la 8e collaboration Cybercitoyen et Polysécure, spéciale GoSec. Merci pour l'invitation de nous avoir permis de faire ça. Je suis accompagné juste de Catherine, Sam étant indisponible de se joindre, et notre papa qui s'assure de notre rectitude, si on veut, n'est pas là pour nous surveiller. Fait que ça va être 1h30 de quelque chose. Sans rigueur journalistique. Sans rigueur journalistique, effectivement. Fait que Catherine, je te passe la main. Puis c'est un peu, vous allez voir un peu l'envers du décor, parce que quand on enregistre la première demi-heure, si c'est pas la première heure, on la passe un peu dans un contexte un peu de délire. Là, on n'a pas vraiment eu cet espace-là, fait qu'il va comme transcender un peu l'épisode également. C'est vrai que généralement, ça nous prend toujours 2-3 heures facilement à enregistrer le balado, même s'il y a juste 30 minutes de contenu finalement qui est publié. Mais heureusement pour nous, il s'est passé énormément de choses dans l'actualité dans les 24 dernières heures, pour ceux qui ne vivaient pas sous une roche. Mais j'aimerais commencer en fait par une... Je vivais sous une roche, je vais apprendre en même temps que tout le monde beaucoup d'éléments d'actualité. On va commencer doucement, puis on va terminer par le sujet qui va probablement déraper, nous connaissant. Donc, une des premières choses que je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'avait quand même un peu fasciné. Donc, il y a un groupe en ce moment, une coalition de groupes de rançongiciels qui fait de plus en plus parler d'elle. Donc, ça, tu l'as probablement entendu parler, là, Scattered Spider, Lapsus and Hunters, qui se sont mis ensemble. Et I guess que quand je lisais cet article-là, l'opinion qui m'est venue en tête, c'est tu sais que t'es rendu gros dans l'industrie de la cybersécurité quand un groupe de rançongiciels essaie de te faire perdre ta job. Donc, au lieu de demander des bitcoins, ils demandent le renvoi de 2 employés. Le contexte, en fait, c'est que, dans le fond, la coalition revendique, en fait, avoir hacké une partie des données de Google à travers la brèche qui s'est passée avec Salesforce dernièrement, que je pense qu'on avait brièvement jasé dans un épisode antérieur. Non, on n'a pas avec toi, avec Sam, for sure. Non, ben je sais pas, en tout cas pas avec moi, parce que la fameuse faille de Salesforce, si on manque de contenu, je vais l'aborder parce qu'elle est très intéressante, parce que c'est un tiers parti qui a fait fuiter, puis bref, tout le dégât qu'on a maintenant à cause de ça. Là. Puis justement, un de ces dégâts-là, c'est ce groupe de rançongiciels-là qui semble avoir un vendetta particulier contre 2 chercheurs en particulier là, du groupe de recherche d'intelligence de Google, et qui menace justement là, le fait de leur revendication, essentiellement, c'est le renvoi. Ça m'amène un peu à penser, tu sais, quand je travaillais, mettons, à Radio-Canada avec les journalistes, souvent on avait justement ce souci-là de lorsqu'un journaliste travaillait sur quelque chose qui impliquait, par exemple, le crime organisé, mais tu sais, il y avait des protections qui étaient mises en place lors de la publication pour s'assurer que, on est en sécurité. Tu sais, une des raisons pour lesquelles, mettons, avec Cybercitoyen, on fait cacher notre adresse au registre, c'est parce que parfois, mettons, Sam va publier des enquêtes sur des groupes un peu plus inquiétants. Puis, on le sait qu'il y a une tendance en ce moment où est-ce qu'il y a de plus en plus de groupes de rançongiciels qui ont des affiliations avec des groupes de criminels violents. Donc, c'est vraiment, dans le fond, les gangs traditionnels in real life se numérifient, dans le fond, et commencent à s'impliquer dans des groupes de rançongiciels. Et avec ça vient justement ce genre de menace un peu plus concrète-là. Puis, I guess que j'ai pas de réponse en soi, mais c'est une tendance qui est inquiétante. Là, moi, c'est la première fois que je vois ce genre de menace directe-là envers des employés de recherche. Mais toi, t'en as déjà vu? Oui, puis d'ailleurs, en passant, pour ceux qui sont dans la salle, si vous voulez intervenir, il y a des micros flottants, fait que levez la main pour que le micro, fait qu'on peut avoir de l'interaction. Là, j'ai oublié de le mentionner au début. Oui, il y a certains chercheurs avec qui je collabore qui veulent garder l'anonymat volontairement parce qu'ils sont très inquiets de se faire cibler, de se faire doxer ou même d'aller jusque dans un contexte où agressif physiquement. Ce sont pour moi les malheureuses parce que ça nuit à l'état de l'art pour les défenseurs, parce que je fais partie des défenseurs. Cette information-là est très utile, puis ça fait plusieurs fois d'ailleurs que cette information que je mentionne elle est utile pour ceux qui font de la gestion d'incidents, notamment les recherches de GoSecure qui avaient été faites sur tous ces éléments-là sont très importantes parce qu'ils nous donnent un éclairage. Donc, de commencer à cibler ces gens-là, donc sont importants, ces 2 chercheurs-là, donc créer un dommage réel aux gangs criminels, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour nous. Par ailleurs, si les gens sont de plus en plus nerveux à partager l'information, donc ils ne veulent plus, on se coupe
beaucoup d'informations qui est utile pour qu'on veut défendre. On veut défendre nos organisations, protéger nos affaires comme ça. Donc, c'est un problème. Je n'ai eu pas aussi public que ce cas-là qui est tout à fait, je suis personnellement outré d'être rendu là, qu'on va devoir cacher l'identité de ces gens-là à terme, puis qu'on va devoir disparaître du marché public, où on va devoir anonymiser les recherches d'une façon, on trouve des mécaniques de recherche qui permettent dans ce genre de nuances se protéger, mais en même temps, quand on va dans des éléments plus bas, donc tous ceux qui contrôlent ou qui connaissent les centres de données de Microsoft, Google et Amazon, tous ces gens-là qui designent ça, les identités sont cachées. Parce que ont des gens, fait qu'on est en train de changer dans l'univers complètement où comme tu mentionnes, le crime organisé classique, où il y avait des fusils, puis il y avait des blessures, puis il y avait des gens morts, ben, il est en train de rentrer dans l'univers cyber qui était virtuel, où tout était gentil, c'est juste des 1 et des 0 qu'on brise, puis ça avait pas tant de conséquences que ça, même si ça a quand même des conséquences sur la santé mentale des gens. Ça n'avait pas de conséquences physiques jusqu'à en avoir peur pour sa vie, mettons, là. Mais une de ces conséquences-là que j'ai vu beaucoup passer là, pendant que je recherchais justement cet article-là, c'est que la violence ne va pas s'opérer nécessairement de façon directe envers le rechercheur, c'est qu'ils vont faire des SWAT, en fait, essentiellement. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec le concept, là, c'est quelque chose qui se voit beaucoup en ligne. Il y a beaucoup d'influenceurs sur Twitch. Ça avait fait beaucoup de scandales où est-ce que les gens trouvent l'adresse de la personne, appellent les services policiers, inventent une excuse là, comme quoi que la personne a des armes ou tient quelqu'un en otage, dans l'objectif d'essentiellement activer de la violence policière envers la personne et qui arrive potentiellement un accident ou du moins une frousse quand même assez sérieuse, parce qu'on s'entend que si le SWAT team rentre chez vous, d'habitude, c'est pas... les SWAT teams américains sont vraiment très impressionnants par rapport aux SWAT teams canadiens. Là. On va mettre les choses en perspective. Quand aux États-Unis, il y a un SWAT team qui arrive, c'est à peu près genre 60 véhicules, un tank, 3 hélicoptères, puis des snipers sur les toits de tous tes voisins d'un coup. Fait que, quand ça t'arrive, ça doit être très, très inconfortable comme situation. Là. On peut probablement même pas imaginer comme Canadien, comme ça peut devenir très, très énervant comme situation. Là. Mais bref, c'était une façon justement que la menace s'opère. C'est que, dans le fond, c'est pas le hacker qui va se pointer chez vous avec un arme à feu, c'est qu'ils vont en fait weaponiser essentiellement les services policiers pour te faire du mal. Dire que dans le monde des gamers, ça s'utilisait ce genre de choses-là. Oui, c'est assez effrayant quand même. Juste pour des jeux virtuels, les gens sont prêts à aller jusqu'à en ce cas-ci, attaquer la santé mentale des adversaires. Oui, je me rappelle dans le partage à l'époque d'un des grands Twitchers, justement, qui mentionnait qu'il devait déménager essentiellement aux 2-3 semaines parce que c'était le temps typique où est-ce que son adresse prenait à être éventuellement découverte en ligne, puis ça devient dangereux. Donc, il devait toujours déménager constamment d'une place à l'autre. Puis, une des choses qu'il faisait toujours, c'était d'avertir les services policiers locaux que si jamais il y avait des trucs qui partaient contre son adresse, c'était en fait cette situation-là, puis il devait carrément faire une déclaration à chaque fois qu'il déménageait au service de police. C'est quand même fou fait que c'est fou de penser que ce genre de situation-là potentiellement un risque pour quelqu'un qui fait de la recherche essentiellement là. Oui, peut-être parce qu'on n'est pas habitué dans notre domaine de le voir de cette façon-là. J'imagine qu'on a été immunisé. Puis en quelque sorte, on a peut-être été chanceux d'avoir été immunisé de ces éléments-là. J'imagine que la bascule vers les cyberguerres, si on veut, là, ce qui est avec la guerre, notamment en Ukraine, est probablement le plus gros événement où le cybernétique est présent dans la guerre, mais vraiment, vraiment. A changé un peu cette radicalisation-là. On a la radicalisation de nos voisins du Sud aussi qui sont à un point qui est quand même assez extraordinaire, qu'on va probablement parler un peu plus tard. Et on va finir par déraper dessus jusqu'à temps que je sais que mort s'en suive, mais c'est un mauvais jeu de mots dans l'occurrence. Pun intended, ben en tout cas, bref, de cette type-là, fait qu'on commence à avoir des chercheurs, des intentions nationales qui sont associées à la cybersécurité, des intentions qui sont autres. Ça nous change beaucoup du paradigme. Puis moi, moi, avec mes cheveux blancs, je viens du monde où l'Internet, c'était la liberté totale, l'expression, l'information va être libre. Enfin, l'information est libre. Puis je regarde maintenant, puis je l'avais dit, c'est pas la première fois que j'en parle, mais je suis un peu déçu de l'état des choses où ça n'a que radicalisé, ça nous a séparés, ça nous a séparés davantage comme groupe mondial que ce
ce que j'avais anticipé il y a 30 ans de ça, malheureusement. Mais pour reprendre ce que tu avais dit, on ne se serait pas rencontrés si ça avait aidé. On pourrait être dans le positif. Il n'y a pas juste du négatif sur le web. Parlant de Google, justement, une des choses que Google fait parler d'eux en ce moment, c'est l'enjeu vie privée. Ça aussi, ça m'a un peu accroché. Puis, tu sais, dans d'autres épisodes de Balado, j'avais expliqué un peu c'est quoi la publicité behaviorale, puis à quel point là, c'est justement dangereux. Puis, c'est un des outils probablement les plus importants en advertising. Le principe de la publicité behaviorale. Oh, OK, elle a coupé. Vous n'êtes pas traqué. T'es censuré. Vous n'êtes pas traqué, dans le fond, juste sur votre élément démographique ou même des éléments juste psychologiques. C'est que vous êtes traqué sur chacun des petits trucs que vous faites en ligne. Puis, en mode, même si, mettons, disons que vous savez que vous voulez pas que votre algorithme remarque que vous aimez regarder des vidéos de Border Collie. OK? Vous voulez pas que ça se sache pour une raison X, mais vous voulez pas que l'algorithme sache ça. Mais quand vous scrollez, des fois, il y a une vidéo, puis vous n'allez jamais réagir ou commenter, mais peut-être que vous allez le regarder une petite seconde de plus. Mais juste cette action-là, elle est traquée, en fait, par l'algorithme de toute façon. Puis le point, c'est que semblerait que maintenant, on n'a plus besoin d'être nécessairement authentifié par des sessions par Google, que la façon dont on navigue, dont on clique, dont on bouge, c'est tellement unique par utilisateur qu'en fait, c'est l'équivalent d'une empreinte digitale pour Google essentiellement. Donc, Google, c'est tellement de choses sur nous. Ils peuvent savoir que les mots que vous écrivez sont les vôtres sans même vous avoir authentifié d'une autre façon, là, carrément. Et donc, ils ont eu la brillante idée de proposer ça comme solution de vérification d'âge. Parce que ce qu'on voit en ce moment à travers le monde, c'est qu'il y a de la pression des grandes banques essentiellement et fournisseurs des cartes de crédit de contrôler l'âge sur certains types de sites web, dont les sites pornographiques, les sites pour adultes. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait un enjeu de mais comment est-ce qu'on prouve que la personne qui dit oui, j'ai 18 ans a effectivement 18 ans? Et c'est là que Google arrive et dit c'est facile, on peut utiliser l'empreinte digitale de la personne. Et il y a des projets pilotes qui commencent à être lancés dans certains pays sur certains sites pour commencer à utiliser cette méthode de validation-là de l'âge à partir de cette, justement, là, empreinte behaviorale qu'on laisse. Il y a deux éléments troublants dans ça. Genre, le fait que Google commence à faire ça, c'est parce qu'il y avait déjà l'information. Donc, ils font juste rendre public ce qu'ils connaissaient déjà. Donc, déjà là, c'est très inquiétant comme élément. Puis là, ça a soulevé. Puis c'est comme un peu le réveil qu'il y a eu lieu avec Snowden. Le grand public se réveille sur le fait, la capacité réelle de Google à être capable de nous traquer en ligne. Puis je pense que les gens ne mesurent même pas à quel point. Je suis sûr que j'ai un modèle virtuel de moi, j'ai un jumeau virtuel de moi. On a tous un jumeau virtuel de soi chez Google qui existe. Puis ils sont même capables d'anticiper beaucoup de choses de ce que je suis capable de faire de par leur capacité et leur visibilité qu'ils ont sur ce qu'on fait, justement, même juste la seconde qu'on regarde une vidéo ou dans certaines occurrences, nos téléphones sont capables de voir où sont nos yeux, donc de savoir où est notre attention, savoir tous ces éléments-là vont nous traquer, donc d'être capables de faire ça. Là, ils ont dérivé du chose sont capables de déduire l'âge de la personne, ce qui n'est pas en soi très compliqué, mais parce que si je regarde disons, mes adolescents, c'est très facile de savoir qu'ils sont des adolescents quand ils naviguent sur le net que moi, je suis juste un vieux bonhomme quand je navigue. Fait que ça, déjà là, si on arrive à tracer la ligne du 18 ans ou du peu importe ce qui est fait, mais à cette que tel, c'est juste qu'on l'apprend publiquement. Là, il va falloir avoir une réflexion. Mais un moment donné, il va falloir la maudite réflexion sur comment les data brokers conservent notre information, qu'est-ce qui dérive, qu'est-ce qui va avec ça. Fait qu'il y a déjà ce volet-là. J'ai profité du tout de parler de deuxième volet, puis je vais te laisser réagir après. Ce goût mondial, parce qu'il y a beaucoup de pays qui le font, de vouloir bloquer l'accès à la pornographie. Il y a le UK qui le fait, aux États-Unis, plusieurs États le font. Il y a beaucoup de choses qui sont associées à ça. Et je comprends le bénéfice réel, puis effectivement, pour beaucoup de raisons, il ne faudrait pas qu'un jeune de 12 ans soit exposé à la pornographie. Par ailleurs, la technologie qu'on utilise à Internet n'a jamais été développée pour limiter ce genre d'accès-là. Fait que là, les espèces de moyens étranges, on le voit au UK, on le voit aux États-Unis, les lois et les éléments qui sont mis de l'avant pour arriver à l'objectif
sont complètement démesurés. Soit ils vont essayer d'enlever le chiffrement des communications, ils vont exiger des espèces de moyens d'authentification de l'identité de la personne qui sont d'un degré très invasif dans la vie privée des gens. Et ça devient complètement fou et quasi autoritaire comme façon de l'aborder parce que la technologie n'a jamais été pensée pour ça. Fait à terme, il faudrait peut-être juste dire pas de pornographie sur Internet, on fait un porn net à côté. Puis là, il faut que tu t'abonnes à ça pour y aller, mais en ce sens qu'on n'a pas la capacité et toutes les espèces de tentatives qu'on a. Au Québec, on essaie de bloquer la loterie en ligne. Il y a tellement d'exemples de ça, de tentatives de blocage parce que ça fait pas. On veut faire de l'argent, on veut s'assurer que les jeunes soient pas exposés à des choses qui ne devraient pas, la violence. Tant qu'à ça, puis la pornographie, c'est une chose, on est capable de tracer une ligne, mais les éléments de radicalisation. Ça fait que quand on embarque là-dedans, c'est très vaste, puis c'est très indéfini comme univers, là, à part l'élément religieux de la pornographie. Là. Il y a d'autres endroits de dérape potentiels également. Le mode un peu Black Mirror, où est-ce que l'algorithme décide que vous êtes une personne mineure, même si vous ne l'êtes pas. Puis là, il faut trouver une façon de convaincre l'algorithme qu'on est majeur. Ça implique généralement de devoir envoyer des documents privés à une entité pour lui prouver sa pièce d'identité, etc., pour qu'il change son profil. Ça, c'est un des points qui avait été beaucoup controversé dans le sens de, OK, mais on fait quoi s'il y a des erreurs dans l'algorithme? On fait quoi pour contrôler ça? Qu'est-ce qui arrive si moi, ma session d'ordinateur est un peu weird parce que des fois, c'est moi qui s'en sers, puis des fois, c'est un kid? Comment est-ce qu'il m'identifie à ce point de vue-là? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit beaucoup aux États-Unis une tendance à déclarer que tout contenu LGBTQ+, est automatiquement de nature pornographique. Alors que des fois, c'est juste un bisou sur la joue. Au Canada aussi, on est en train de... On a des petites zones de comme ça, là. Oui. Puis là, ça fait que tout d'un coup, il y a des enjeux additionnels de OK, mais qui décide qu'est-ce qui est 18 ans et plus? Quelle entité contrôle ça? Qu'est-ce qui arrive si à un certain moment, ce genre de contenu-là qui est juste, je sais pas, peut-être une petite comédie romantique très standard, qui a de l'ouverture, qui a de la représentation, tout d'un coup devient inaccessible à des jeunes parce que, c'est 18 plus maintenant. Donc, il y a tout cet enjeu-là au niveau de certains groupes plus vulnérables ont besoin de pouvoir accéder à l'information librement. Puis, comme ça serait dommage de mettre ce genre de mur-là, en fait, autour de certaines choses sans avoir de ligne directrice claire sur qu'est-ce qui doit être bloqué puis qu'est-ce qui n'est pas bloqué non plus. C'est pas clair, puis ça ressemble beaucoup au livre ou à l'index il n'y a pas si longtemps que ça, où il y avait des livres qui étaient interdits parce que l'Église catholique jugeait que c'est des sujets subversifs. Et dans le contexte social dans lequel on est, dans l'ouverture, dans l'acceptation et comment on dirige notre société en général, dans laisser la place, ça devient de plus en plus difficile de tracer une ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et en quelle mesure, pourquoi c'est acceptable? Là, tu parlais du LGBTQ. Certains jeunes ont besoin d'avoir des ressources parce qu'à la maison, c'est problématique, ils font face à de la violence. Donc, ça devient très difficile de naviguer. Puis même, on se rend vite compte que le discours qu'on entend beaucoup aux États-Unis est absurde parce qu'ils y parlent de protéger des jeunes. En même temps, ils mettent des lois qui nuisent à certains jeunes qui auraient besoin d'aide pour se sortir de situations plus complexes dans lesquelles ils doivent naviguer. Donc, on n'est pas dans une situation qui est facile, puis il essaie avec une espèce de rectitude qui, pour moi, est des années 50. C'est une vieille image un peu idéalisée de la société occidentale dans laquelle on n'est plus. Il n'y a plus de clarté. Puis comment on redétermine cette clarté-là? Mais c'est pas par le retour en arrière. À mon avis, c'est pas par le retour en arrière, c'est par l'ouverture et l'acceptation de l'autre dans lequel on est placé. Mais ces lois-là sont pas faites de façon à ouvrir l'acceptation face à l'autre. Là. Et aussi, ce qui est inquiétant, c'est que ça implique un tracking accru de absolument tout. Donc, si on a ce genre de truc-là que Google n'est pas clair sur c'est quoi les barèmes behaviorales qui traquent pour estimer l'âge. Ils ont donné quelques valeurs, entre autres l'âge du compte, par exemple. J'assume que si mon compte Google date de 14 ans, il assume que probablement que je suis un peu plus âgée que quelqu'un qui ça fait 1 an et demi qui a une adresse Google. Mais il y a pas ils n'ont pas été clairs sur comment est-ce qu'ils traquent spécifiquement ça. Cette opacité-là autour de c'est quoi les informations qui sont collectées exactement pour permettre de faire ce calcul-là, pour permettre de créer cette empreinte digitale-là.
Ouais, ben j'allais dire, ça devient complètement dystopienne. C'était une dystopie, ce genre d'élément-là où on s'en va, pour ceux qui peut-être un peu plus dans la vieille science-fiction, les gens vont commencer à s'acheter des identités, vont commencer à en prendre des comportements pour simuler des identités, pour aller vers ce genre de choses-là, parce que ces algorithmes-là sont tous faillibles. Oui, mais de la façon que c'était mentionné, c'est que justement, c'est à l'épreuve de ce genre de truc-là où est-ce qu'il y a des signes tellement subtils dans notre façon de naviguer individuellement qui peuvent quand même. Puis c'est un peu en mode, tu sais, comme la reconnaissance faciale. Tout d'un coup, on commence à bouger vers la reconnaissance plus de frame, que juste par ta démarche, ils peuvent te reconnaître, ils n'ont plus besoin de voir ton visage. C'est une nouvelle outil de surveillance dystopique. C'est un peu le même principe pour en ligne, où est-ce que même si tu essaies de changer un peu, au final, la façon dont tu vas bouger ta souris va toujours révéler un peu qui t'es, la façon dont tu regardes, la façon que tes habitudes, ton historique va toujours réussir un peu à t'identifier comme un empreinte digitale. Ça, j'ai un peu de misère à croire à ce que ça soit infaillible, parce que le monde de la cyber nous a montré que presque tout est faillible. Tout ce qui se clame d'infaillible est fini par être faillible. Ça nous rappellera Oracle qui disait qu'il était unbreakable il y a un certain nombre d'années, puis ça a été un peu désastreux par la suite. Là, on a une question. Oui, ben je vais faire un petit peu un coup de pied dans le nid de guêpe, là, mais si j'ajoute à ça l'équation qu'au Québec, on s'en vient avec notre identité numérique, tant au niveau de la santé qu'au niveau gouvernemental au sens large. Si j'ajoute tout ça à l'équation, l'AI qui va s'ajouter en arrière de ça, c'est certain. Si je vais avoir un problème avec mon profil personnel, je peux plus rentrer à l'hôpital parce que c'est quelqu'un qui l'a hacké en quelque part ou il y a une erreur quelconque. Tout doit être numérique. Là. Donc, c'est... Ah, tout à fait. Puis ça nous amène un peu dans le contexte. Puis ça, c'est le film Tenet avec Sandra Bullock il y a longtemps, où il l'avait fait littéralement disparaître du système. Et quand notre identité devient numérique comme celle-là, donc notre preuve qu'on existe dans le système n'est que numérique, on peut nous faire disparaître facilement. Ces systèmes-là, comme tous les autres, sans dire que nécessairement celui du gouvernement du Québec est pire ou mieux que les autres, tous les systèmes de tous les États sont faillibles d'une façon ou d'une autre. À savoir, est-ce qu'on a des citoyens fictifs au Québec? Probablement. Il y en a probablement aux États-Unis, il y en a probablement à travers le monde de ces identités-là. Comme on voit dans les films, créer des faux passeports, et ainsi de suite, ben, dans la vraie vie, ça existe pour de vrai, ces façons-là de le faire. Donc, on s'expose, puis à savoir à quel moment. Puis on le voit au Québec, notamment, il y a eu des discussions en santé de partager nos données santé avec des grands consortiums. Ces appétits-là de voir refinancer les activités comme ça de l'État à travers des grandes corporations, ça revient une fois de temps en temps. Une chance qu'on a des gens qui nous rappellent que c'est une mauvaise idée, mais l'appétit de tout ça revient constamment, comme de toute la volonté de vouloir casser les chiffrements bout en bout, tel qu'utilisé dans Signal, par exemple, ça revient constamment. Il y a comme un appétit constant, puis c'est un débat qui malheureusement se renouvelle constamment. C'est très triste parce qu'on pense avoir terminé un faux. Fait la démonstration, c'est une mauvaise idée. 2 ans plus tard, ça revient comme si tout le monde avait oublié que c'était une mauvaise idée. Une des choses qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment le fait que c'est cette menace-là, qu'une partie de l'Internet soit juste complètement inaccessible si on refuse d'identifier clairement qui on est. Pour moi, ça met en danger là, comme les fondements de l'Internet en soi, l'accessibilité de l'information, carrément une partie de la démocratie, parce que tu sais, pour l'instant, ça va si on est semi en accord avec globalement le gouvernement, mais on voit là, à travers le monde, c'est quelque chose qui peut changer très rapidement. Donc, qu'une partie de l'Internet devienne soudainement inaccessible, un peu en mode « Ah, nous, on décide que ça, c'est du contenu que juste les adultes identifiés peuvent voir. » Pour moi, c'est quelque chose que il n'est pas trop tard encore pour dire non, on veut pas de ça. Il y a des pétitions en ligne qui sont créées en ce moment pour justement aller dire on refuse que ce soit quelque chose qui soit mis en place. Puis cette panique morale-là qui utilise essentiellement les enfants et leur bien-être pour essayer de nous en passer une petite vite au niveau de la vie privée et de la liberté en ligne, pour moi, c'est quelque chose de vraiment dangereux sur lequel il faudrait se positionner. Ben, oui, puis je trouve ça malheureux qu'on utilise les enfants comme étant des pauvres victimes. Oui, il y en a.
Ça, c'est reconnu, mais je ne penserais pas qu'on a besoin de casser le chiffrement ou casser les libertés individuelles de l'ensemble de la population pour des crimes qu'on pourrait probablement trouver des moyens modernes pour réussir à limiter ou à enrayer complètement ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu, je trouve ça particulier, puis comme je reviens à mon rêve d'adolescent, l'Internet, c'était l'ouverture vers le monde, c'est l'ouverture vers l'information, un peu la démonstration de la démocratie et de la vie comme on la perçoit, qui correspond, en tout cas, du moins à mes valeurs. C'est un peu clair, mais ces valeurs occidentales dans lesquelles on est libre de circulation, on est libre de penser, on peut contredire, on peut ne pas être d'accord avec les choses, puis je me retrouverai pas en prison parce que je suis pas d'accord. Et ça, on a l'opposé où les technologies sont utilisées de façon extrême en Chine. Si on veut savoir où on s'en va, on regarde ce qui se passe en Chine, puis on voit où on s'en va, où on a c'est du Black Mirror là, pur. On a des scores sociaux, ton score n'est pas assez élevé, t'es pénalisé, puis t'es paquet de choses comme ça qui sont vraiment... Un score de crédit, c'est un peu l'équivalent d'un score social, par contre. C'est basé juste sur des trucs monétaires, mais ça reste quelque chose qui peut bloquer accès à certaines choses, qui est quand même des enjeux systématiques d'injustice en place. Oui. C'est les moyens que les institutions financières se sont donnés pour être capables d'évaluer le risque que une personne présente au crédit. Oui, c'est un profil parce qu'il voit tout, il voit à quelle fréquence qu'on paye, on voit toutes ces choses-là. Je trouve que la dérape vers le score social, comme les Chinois le font et comme ils l'ont présenté dans Black Mirror, dans plusieurs épisodes d'ailleurs, ça vient qu'on n'a plus accès à grand-chose. On est stigmatisé socialement, on est évacué, quitte à même aller en prison. Et c'est des gestes aussi banals que de traverser la rue, pas dans le passage clouté. Du walking, c'est illégal. Ça va être dans un volet de rectitude sociale qui est extrême par rapport à ce qu'on est habitué, par rapport à ce qu'on considère nos libertés à l'heure actuelle, d'enfreindre un peu les règles, parce qu'on a une tolérance, une élasticité au niveau de l'application des règles, ce qui nous permet une vie sociale quand même assez souple. Mais quand on enlève l'élasticité, ce que les Chinois ont fait, ben là, on tombe dans un régime autoritaire qui dit tu marches pas droit sur le trottoir, tu souris pas aux gens, puis tu leur dis pas bonjour, ben ton score diminue parce que tu as une mauvaise journée, puis ça te tentait pas de saluer les gens, ben tu te trouves être pénalisé, puis ça a un impact potentiellement à long terme. Je trouve pas que c'est pas un aspect qui m'enchante de savoir qu'on se dirige vers ce genre de choses-là en utilisant des mécaniques. On va enlever le chiffrement parce qu'il faut protéger les enfants. On va bloquer des sites parce qu'il faut protéger les enfants. Peu importe. Là. En parallèle, si on regarde vers l'Asie, il y a aussi potentiellement une solution. Par rapport à l'identification, j'en avais parlé dans mon balado, mais entre autres au Japon, c'est un système où est-ce qu'ils peuvent s'authentifier en ligne. Ils peuvent faire des achats en ligne sans nécessairement fournir leur identité au site web auquel ils magasinent. C'est grâce au système de combini qui sont essentiellement les dépanneurs là, à chaque coin de rue. Et le principe, en fait, c'est que lorsque tu veux acheter ou, par exemple, dire que tu as 18 ans sur un site web, tu n'as pas nécessairement besoin de fournir l'information au site web. Ce que tu peux demander au site web, c'est de te fournir un code QR essentiellement que tu imprimes. Tu apportes au dépanneur du coin, tu montres la pièce d'identité au dépanneur, la personne au comptoir dit oui, cette personne-là a confirmé ou oui, cette personne-là a payé. Cette personne-là au comptoir ne sait pas, tu t'authentifies pourquoi. Tu peux être en train d'acheter quelque chose de random, tu peux être en train de payer ton loyer. Il y a des façons de payer son loyer là, comme ça au dépanneur en comptant. Et après, toi, tu reviens vers ton site web où est-ce que tu as eu l'authentification sans qu'il y ait jamais eu à avoir un partage direct d'informations. Puis la personne qui a vu ta carte, qui t'a vu t'identifier, c'est la personne que tu croises tous les jours au dépanneur. Donc, elle sait déjà t'es qui essentiellement. C'est des mesures qui sont non hautement technologiques selon moi, dans le sens que c'est comme on repense un peu comment est-ce qu'on peut revenir ça in real life pour aller sécuriser le en ligne. Ou est-ce que dans un cas, par exemple, d'un site pornographique, ben, le kid de 14 ans ne réussirait pas à s'authentifier avec son code QR au dépanneur du coin parce que clairement, il n'y aurait pas une carte d'identité. Puis le site web aurait cette protection-là de pouvoir bloquer le contenu sans avoir à collecter des informations sur la personne qui est en train d'essayer de regarder le contenu. Ben, j'aime ça, cette solution-là. C'est imaginatif. Je pense qu'on oublie souvent que les solutions simples sont souvent les meilleures. Généralement, ils vont inventer des espèces d'affaires qui n'ont aucun sens pour arriver à
Ça, donc, il va exiger une infrastructure d'identification nationale, de machin, ce qui est démesuré pour consommer un site web ou faire des achats en ligne ou des choses comme ça. Mais les Japonais aussi sont dans un contexte culturel qui est très différent du nôtre aussi. Ils sont pas occidentales comme nous, donc on n'a pas la même histoire, qui nous amène pas à la même place. Donc, j'imagine que ça, puis beaucoup de proximité, mais je trouve ça très amusant parce que les Japonais sont très pour moi, je suis très, très curieux de comment ils fonctionnent parce qu'ils n'ont pas les mêmes a priori que nous. Ils vont trouver des solutions ailleurs. Ils vont consommer. Ils ont des machines distributrices pour après tout et n'importe quoi. Ce qu'on n'a pas ici. Ils vont avoir plein de lieux. Ils vont avoir des lieux juste, genre, tu vas louer une chambre avec des jeux vidéo, puis il va y avoir genre un catalogue de jeux vidéo. Il y a comme c'est complètement un autre univers, et c'est intéressant qu'il ait résolu ce problème-là aussi facilement que on va voir le gars au dépanneur, si tu ne fais pas confiance, ben ça va au quelque chose. Mais en même temps, si on met ça ce modèle-là ici, je suis pas sûr que le gars au dépanneur va être aussi autant ou va être aussi méticuleux que mais c'est déjà pour acheter. Je sais pas si le gars le commis au dépanneur a 18 ans. Ouais. Non, mais en même temps, c'est le même principe. C'est comme, il scanne le code, c'est demander est-ce que la personne te montre sa pièce d'identité? Oui, merci, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. La solution est tellement élégante et simple. Puis ils sont en train d'installer des systèmes de surveillance ultra dystopiques alors qu'on aurait juste la protection avec des sites comme dans tous les pays du monde, il y a des réseaux de dépanneurs et convenience stores. C'est comme universel. Ils ont des noms différents d'une région à l'autre, mais ce système-là, il existe. Ce serait tellement plus simple que de juste, à place de développer un programme de surveillance behaviorale pour identifier l'âge que tu as en ligne. Ils l'ont pas inventé, ils ont utilisé. Moi, j'ai plus l'impression, puis c'est ça qui est inquiétant du code Google ou de YouTube, c'est qu'ils l'ont pas développé, c'était là. Donc, c'est d'autant plus ça le problème, et on retrouve au même cas que Snowden avait déclaré. Le lieu de surveillance américain était beaucoup plus profond que ce que le grand public avait apparence. Mais là, on commence, le grand public, comprendre que Google a tellement d'informations sur nous que juste notre mouvement de souris est suffisant pour nous authentifier. Ce réveil-là m'apparaît pas autour de moi, par ailleurs. Là. Contrairement à Snowden, il y avait beaucoup de bruit, fait que les gens en dehors du domaine m'abordaient avec ce sujet-là. Ce cas-là, j'entends rien autour de moi, ou je suis rendu peut-être trop vieux, puis les gens n'osent plus m'en parler parce qu'ils vont me trouver un vieux chialeux, ils ont encore changé ces affaires-là. Je sais que pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je regarde toujours parce que c'est mon origin story en cybersécurité. Initialement, dans une autre vie, j'étais en publicité, particulièrement en publicité web. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai quitté cette industrie-là, puis j'ai commencé à m'intéresser à la vie privée, c'est après avoir été confrontée à un extract de données, essentiellement, puis de me dire, ça n'a aucun bon sens qu'on traque tout ça sur une personne. Puis ce outrage-là a essentiellement mené à ce que je fais ici aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose, puis ça, il y a quand même 10 ans. La quantité de données il y a 10 ans était quand même déjà assez énorme. Le concept de eye tracking commençait à être exploré en publicité à ce moment-là. Puis là, maintenant, c'est quelque chose qui est intégré. Là. Les gens, ils arrivent à voir avec les caméras où est-ce qu'on regarde des publicités, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que pour moi, c'est super inquiétant là, qu'il n'y ait toujours pas de barème autour de ça, qu'il n'y a rien qui encadre, c'est un peu un free-fall sur la collecte de données. Mais il y a la différence. On n'a pas d'espace législatif conséquent par rapport à ça. On a la loi 25 au Québec qui est un début d'effort de ce côté-là, mais qui est quand même minimal. Le RGPD en Europe, mais encore là, ça aussi, c'est pas encore parfait comme mesure. Puis aux États-Unis, c'est un framework différent, mais ils ont très dans l'abondance, la consommation des informations qui font partie du rituel américain. Donc, ce qui, eux, stipule qu'étant le moteur de l'innovation, c'est cette information-là que tu mentionnes dans l'économie d'informations personnelles, ce qui est un non-sens à bien des égards. On le voit dans tous les problèmes, les fuites, puis toutes les conséquences. Quand on parle de swatting, comme tu parlais plus tôt, c'est parce que cette information-là est disponible quelque part. Si elle est disponible quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui collecte trop, qui est capable, qui retransmet cette information-là. Là. Oui, puis un autre enjeu avec tous ces problèmes de législation-là, c'est qu'ils dépendent tous du fait que, OK, mais si la personne consent, c'est correct.
Puis le problème, c'est que tout au niveau du UX du site web est fait pour que ça soit beaucoup plus facile de consentir que de refuser. Ne serait-ce que comme en mode, tu décoches tout, puis après le bouton qui est en gros noir foncé, c'est accepter tout de toute façon. Puis là, par erreur, tu coches sur le mauvais bouton. Ou si tu dis non, je ne veux pas, ça t'emmène sur une autre page. Puis là, il faut que tu lises des trucs, il faut que tu décoches, tu trouves des petits trucs pour éventuellement réussir à dire non, je veux pas. Si c'est pas que carrément, si tu dis non, je veux pas, ben c'est comme, excuse, tu veux pas servir du site web. Oui, il y a notamment ça, puis de toute façon, puis il y a énormément de frustration face à ça, c'est la RGPD qui l'a amené. Les cookies, c'est le rejeter tout, accepter tout. Il y a certains sites qui l'offrent comme ça, mais la plupart, c'est toujours accepter tout ou personnaliser. Puis, en général, puis probablement comme je suis pas mieux ou pire que tout le monde, quand je veux consommer un site web parce que j'ai un besoin immédiat, je veux pas aller commencer à méditer pendant 10 minutes sur qu'est-ce que je veux partager avec ce site-là. Je veux accéder à l'information, je veux accéder au contenu que j'ai besoin. Et en plus, ce besoin-là est éphémère parce qu'il est axé au moment où je travaille, au moment où j'ai une recherche particulière à faire. Fait que je commencerai pas et je retournerai probablement pas. Fait que le fait de configurer un élément spécifique à ce site-là, ça me frustre. Ça n'arrive pas à l'objectif du législateur européen dans ce cas-ci, là, puis qu'on a copié ici puis qu'on ne comprend pas. Là. Ben, exactement. Puis dans le fond, pour moi, ça rentre dans une catégorie qui s'appelle du Dark UX, donc du Dark Experience Utilisateur. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour te manipuler à prendre l'action que tu n'avais pas nécessairement l'intention de faire. Ça floue le concept de tu consens à ce que tes données soient collectées. Ben, pas vraiment. C'est juste que comme c'était juste trop difficile d'aller protéger mes droits à ce moment-là. Puis tu sais, encore une fois, moi aussi, en tant que personne qui est au courant de ces choses-là, qui a travaillé à l'envers de la médaille, qui sait pertinemment à quel point c'est un enjeu important, ça m'arrive à l'occasion de juste faire comme accepter tout. C'est l'option facile, puis j'assume que la plupart, j'ai des hochements dans la salle. Oui, effectivement, c'est un problème universel. Fait que comment est-ce qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui est pas au courant, qui est pas nécessairement sensibilisé sur l'enjeu, sache à quel point c'est important de prendre la chance une fois de temps en temps de se retirer de ces bases de données-là. Les gens ne savent pas. Ben, c'est littéralement impossible. Cette culture-là n'existe pas parce qu'on nous a été habitués à la gratuité depuis tellement longtemps sur Internet en échange de nos informations. Et même quand tu l'expliques aux gens, les gens vont hausser les épaules puis s'en foutent un peu. Quand j'expliquais il y a longtemps les cartes Hermès, le principe des cartes Hermès, c'est qu'on vendait notre panier, notre facture à des d'agence marketing. Et en échange de cette vente-là, on nous donnait des milles pour nous récompenser d'avoir donné notre information. Fait que ça, c'était le deal. C'est tel que tel. Quand tu expliquais aux gens, tu sais que tu transmets tes informations, la plupart des gens font comme non, mais ça me dérange pas, c'est pas grave que je transmette mes informations d'achat. Mais dans les informations d'achat, ils savent la bouffe qu'on achète, les magazines qu'on lit, toutes ces informations-là sont traquées, sont remontées, donc font des profils. Ça, c'est avant Google devienne très, très populaire. Et même à cette époque-là, les gens, pas grave, moi j'ai des milles, j'ai des ci, j'ai des ça, puis ils comprennent pas l'importance ou la valeur de leurs informations. Donc, à l'ère du numérique et des cookies, d'expliquer ça aux gens, de dire oui, non, mais tu sais, faut pas faire ça, c'est mal parce que tu contribues à remplir des bases de données, des data brokers, et ainsi de suite. Donc, vont aider à te profiler. Et ça a des conséquences très, très, très importantes. Puis si on ne l'a pas vu, puis si on va vraiment dans le côté dark de ces bases de données-là, et puis on l'a vu dans certains génocides en Afrique notamment, l'accès à ces profils-là vont venir nous classer rapidement. Et si une faction qui prend le contrôle va savoir c'est qui l'autre faction tout de suite parce qu'il y a des identifiants rapides. Fait que tout cet univers-là, on est comme sur le bord d'exploser. Ça, c'était au Rwanda où il y avait sur les cartes d'identité leur origine ethnique était identifiée. Fait que c'était facile de savoir qui était pas du bon côté et donc mener un génocide accéléré et facilité par des mesures qui en apparence, n'avaient pas l'air dangereuses et étaient à valeur anodine. Mais on ne fait que ça avec des data brokers, on ne fait que d'aller vers ce profil-là un peu extrême et, à mon avis, très, très dangereux à terme, du moment qu'on parle de contrôle. Là. Un exemple plus corporatif récent, il y a un des grands géants data brokers aux États-Unis qui avait été accusé d'avoir vendu une base de données à un groupe de scammers. Donc, tu sais, quand on parle tout le temps des brèches, de dire, non, il y a une brèche, les gens sont vulnérables, mais pas besoin d'une brèche pour contacter des gens de façon vulnérable. Donc, il faut savoir que les data brokers nous classifient sur plein de choses. Puis oui, nos données médicales sont protégées, mais pas si tu googles des symptômes.
Parce que là, tout d'un coup, tu as googlé toi-même, fait que ça, c'est des données commerciales. Puis, dans le fond, le scammer avait acheté une base de données qui s'appelait Seniors vulnérables. Et à partir de cette base de données-là, il avait simplement appelé les seniors vulnérables sur la liste pour éventuellement faire des activités de fraude. Donc, c'est quelque chose qui est comme ça un fraudeur parce qu'il n'y a pas de cas de brèche de données, c'est pas des données volées sur le dark web, c'est carrément quelque chose qu'ils ont acheté de façon légitime à une vraie entreprise qui avait collecté ça à partir de cookies. Ça, c'est l'ironie. Puis j'aime ça que tu l'amènes comme ça, parce qu'on s'inquiète beaucoup des fuites de données, ça y est, de 1 milliard de dossiers, de choses comme ça. En général, c'est des informations qui est pas très intéressante dans ces fuites-là. En général, c'est un mot de passe, un courriel, peut-être l'adresse ou des informations comme ça. C'est assez limité comme information. Ce qui est fuité, sinon, c'est les infos sleuths vont voler quelques informations, mais qui sont vraiment dirigées pour faire des profits rapides. Ils ne sont pas dans ce sens-là. Et de l'autre côté, on a les data brokers qui, eux, ont de l'information et eux la vendent, eux la commercialisent. Il y a même eu un cas litigieux aux États-Unis où les forces de l'ordre, est-ce qu'ils avaient le droit ou pas d'acheter ces informations-là pour faire des enquêtes? Est-ce que c'est de l'information qui était légitime dans la portée de leur chose? Donc, on est dans un contexte où ça est beaucoup plus grave. Et ça, si ça fuitait, on serait dans une posture beaucoup plus grave que ça. Puis j'imagine qu'ils n'ont pas nécessairement des habitudes et de l'hygiène numérique ouais, j'aime bien qui est conséquente. Là. Les compagnies marketing n'ont pas la plus grande hygiène numérique que je connaisse. Là. C'est sûr que c'est pas leur spécialité. Avant qu'on démarre, est-ce que tu avais un autre sujet que tu voulais apporter avant que j'apporte mon sujet? Le sujet, la grosse dérape, le fait que je vivais en dessous d'une rochière. Celui que je vais aborder, puis c'est sûr, on a abordé un peu sur toute la fuite de Salesforce, puis tout ce que ça a eu comme événement, puis je trouve ça important de l'amener et d'en parler, puis dans le fond, puis d'avoir ton opinion là-dessus, parce que c'est un cas d'un tiers parti. Parce que c'est pas Salesforce, le problème, c'est une compagnie tiers qui était vulnérable et que les attaquants ont pris essentiellement les jetons d'authentification avec une expiration inadéquate et sont rentrés dans les systèmes Salesforce avec et ils ont commencé à tout vider. Et ils ont tout vidé de tout Salesforce. Donc là, on a un problème où une compagnie dite légitime qui a probablement des pratiques de sécurité qui sont adéquates. Salesforce est quand même assez gros, ils ont quand même des bonnes pratiques. Fait affaire avec un tiers parti qui clairement n'a pas ou un tiers parti qui s'intègre dans l'écosystème Salesforce. J'ai pas assez lu pour savoir le lien entre les deux, mais bref, c'est inscrit dans cet écosystème-là. Lui n'a pas la qualité de sécurité d'un Salesforce. On parlait justement d'hygiène. Fait que lui, il n'avait pas d'hygiène. Lui, il voulait juste vendre, je pense que c'était un cossin de support en AI, là, une affaire, genre juste pour impressionner tout le monde. Et de cet élément-là, on est probablement une des plus grosses brèches de données. Mais ça, c'est une vraie brèche où tous les dossiers dans Salesforce qui sont quand même assez sensibles en fait général, c'est des dossiers clients, les relations avec les clients sont tous là. Les grands de ce monde, Cloudflare, le mentionne Zscaler, tout le monde du cyber en a parlé de ces éléments-là. On se retrouve, on a été affaibli par le maillon le plus faible et c'est pas l'humain. C'est une compagnie tiers qui fait pas bien ces choses, qui nous amène dans un niveau de dommage qui est probablement sans nom, qu'on ne mesure pas encore à l'heure actuelle. Mais on enregistre, c'est pas connu l'ampleur du problème que ça a causé. C'est très difficile, parce que quand tu arrives avec ton jeton d'authentification, tu sais pas, il est autoportant, puis tu rentres dans les systèmes, puis... C'est sûr qu'un des enjeux avec cette brèche-là, c'est qu'on a justement, comme tu disais, pas encore toute l'information, mais pour moi, ce que ça me ramène à penser, c'est à quel point ce phénomène-là qu'on a un peu de monopolisation dans l'industrie, c'est un danger. T'sais, oui, les géants deviennent des géants, mais les géants commencent à acquérir tout le monde. Puis éventuellement, tu sais, le meme, où est-ce que c'est comme l'Internet, puis il y a comme un petit bloc négligé dans le coin. C'est un peu ça, en fait, qu'on voit en ce moment. OK, pardon, je parlais plus dans le micro, mais... Je fais chicaner. On n'a pas Sam pour faire On n'a pas Sam pour faire l'editing après. Mais dans le fond, c'est ce qui m'inquiète, c'est que on voit de plus en plus cette uniformisation-là des grands fournisseurs. Puis ça fait que tout le monde est impacté par une brèche quand un des fournisseurs importants est impacté, parce que tout le monde est sur les mêmes systèmes, tout le monde a les mêmes protections. Fait que pour moi, ça devient un peu un danger au niveau des chaînes de logistique, si on veut. Là. J'aime bien ton exemple du fameux montage avec la petite brique, ça, mais le problème, c'est parce qu'elle n'a pas juste une petite brique.
Il y en a des centaines, c'est pas des milliers de petites briques, comme dans le cas de Salesforce, ça en est une, qui a fait tomber l'ensemble de la structure, mais il y en a beaucoup d'autres qui font la capacité de faire tomber la structure, puis les attaquants commencent à être de plus en plus imaginatifs, de plus en plus agressifs, si on veut, ou sont plus organisés qu'ils l'étaient avant. Là, tu mentionnais justement des gangs qui s'organisent pour doxer ou faire envoyer des employés de chez Google. Ils sont rendus à ce niveau de sophistication là et d'influence. On est quand même comme les images des cartels de drogue qu'on avait à une certaine époque, mais on a cette capacité-là, cette influence-là maintenant, donc, puis d'une infrastructure qui est construite par du monde qui font du vibe coding, puis c'est genre, c'est à peu près le seul ça. Puis vous aviez parlé, je pense, dans l'épisode que vous avez diffusé sur le T. Mais le problème de T, c'est que ça a été codé ça en vibe coding par quelqu'un qui connaît rien. Puis le problème, c'est que je comprends la plateforme, elle a un intérêt, elle avait un marché, puis ça, c'est correct. Indépendant que le gars était pas correct. Cependant, c'est que là, il a convaincu toutes ces femmes-là que son système permettait d'être sécuritaire. Puis c'est juste du vent, c'était n'importe quoi. Fait qu'on est dans un univers comme ça, on construit des choses en papier, puis on pense que c'est comme les trois petits cochons, là, c'est une petite maison de paille, puis il va, non, moi j'ai comme une, puis fait que le grand loup arrive, puis sauf, on a juste des maisons de paille, on n'a pas de maison de briques nulle part. Où ils font affaire avec des maisons de paille. Salesforce a permis une maison de paille d'exister dans son écosystème qui a affaibli l'ensemble de son écosystème. Donc, la réputation de Salesforce est touchée, pas parce qu'eux ont mal agi, mais parce qu'un de leurs partenaires a agi. Ça a des conséquences qui sont... puis j'espère un réveil de ces compagnies-là, mais... Parce que c'est quoi les solutions, en fait? Dans ces entreprises-là, surtout qui sont comme essentiellement des géants tellement grands que c'est impossible d'être au courant de 100% tout, d'avoir un inventaire 100% efficace, complet. Surtout que, tu sais, mettons, si tu start from scratch, peut-être que tu pourrais établir le système, mais dans le cas où est-ce que les gens sont déjà établis, que, tu sais, toute l'informatique de l'ombre, tous ces problèmes-là qui existent, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment est-ce que tu établis la procédure? Comment est-ce qu'on résout le problème? On banne le vibe coding? On interdit le vibe coding dorénavant, c'est assez mal, il faut le déclarer. Fait que moi, j'utilise aucune plateforme qui a du vibe coding dedans. Mais si on regarde dans le cas de T, ça aurait dû être déclaré. Ou en tout cas, bref, on devrait avoir du vetting davantage pour des plateformes. Surtout, on met autant d'informations personnelles dans le cas de T, c'est grave parce qu'il y a des photos de pièces d'identité gouvernementales de beaucoup de femmes qui ont été fuitées de par cette négligence-là. Fait que ça a des conséquences graves. C'est très important. Si on va dans des écosystèmes plus grands comme Salesforce, ben on a comme, ça fait partie de la culture qu'on a en TI, de cette espèce de laisser aller là. L'innovation avant tout, puis après ça, on va régler. Le vibe coding est un exemple d'innovation avant tout, puis on va régler après. Sauf que le problème, on n'est plus dans les années 90 ou début des années 2000 où régler après, c'était avec peu de conséquences. C'est-à-dire, Windows et Microsoft ont été larisés des gens en cyber pendant longtemps parce que c'était n'importe quoi. Ils s'en foutaient de la cyber jusqu'à fin des années 90. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui se choque et dit on n'achète plus de Microsoft si vous ne réglez pas, puis le Microsoft va régler. Ces choses ont arrêté d'être négligents. Mais on revient encore dans ce cycle-là où la négligence, l'appât du gain, les profits rapides, l'argent, toutes ces affaires-là prend préséance sur des éléments essentiels et ça nous amène dans des situations complexes. J'aime beaucoup prendre l'exemple de l'industrie automobile ou aéronautique où on a eu pendant longtemps des éléments d'une certaine négligence où les avions étaient construits un peu comme n'importe quoi, comme les autos aussi étaient construits à peu près comme n'importe quoi. Et il y a eu un changement de cap dans ces deux industries-là. Il y a eu un moment un pivot où les gens au cas de l'automobile, c'est devenu un argument de vente que la sécurité des autos, parce que les gens ne voulaient pas mourir dans leur auto, ce qui est une situation un peu normale, je crois. Donc, ça a amené ce genre de résolution-là. Donc, l'industrie par elle-même s'est amenée là, plus de la réglementation. Puis en aéronautique, beaucoup de réglementation a amené ce genre de choses-là, et notamment la espèce de bureau d'enquête semi-international-ish qui vient enquêter chaque écrasement d'avion. Donc, on a mis en place des structures qui ont aidé à l'industrie à prendre des bons moyens. Bon, là, on voit que Boeing a échappé un peu dans les dernières années, mais bon, somme toute, globalement, il n'y a pas d'attente d'avion qui s'écrase.
somme toute, ça a un bon niveau de réussite. Puis en ce sens-là, puis là, ça, c'est dommage parce que les Américains ont aboli le bureau cyber qui faisait la même chose. Parce que le président qui est là ne croit pas à la nécessité de ces choses-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rappelais avoir vu justement ce texte d'opinion-là que quelqu'un mentionnait que ce problème-là en tech, selon lui, venait de l'industrie du jeu vidéo essentiellement, que l'industrie du jeu vidéo nous avait habitués à accepter des produits incomplets à la livraison, puis que c'était comme correct d'avoir des patchs, des updates pendant genre 1 mois, 2 mois après le release, que c'était plus important de release que de peaufiner le produit avant release, puis que ce problème-là a découlé dans tous les autres vecteurs en tech où est-ce que justement de lancer l'application, le site, etc. est plus important que ce soit versus la fonctionnalité parfaite au départ. Alors que justement, tu sais, mettons à part pour une Tesla, on n'accepterait pas qu'une voiture arrive sur le marché puis que ce soit pas sécuritaire, testé, proofé, puis comme quand il y a des rappels, c'est quand même quelque chose qui fait les nouvelles. C'est pas comme faites juste faire la mise à jour. Non, tu sais, il y a un enjeu. Faut que tout le monde est au garage, ça coûte cher, l'entreprise va s'excuser. Pareil pour, j'imagine, un pont. Ça serait pas acceptable qu'un pont soit livré, mais il est pas fonctionnel. C'est comme si on livre quelque chose, on s'attend à ce que ça fasse. Ouais, je veux pas qu'on vibe un pont. On vibe engineer un pont, tu sais. Viber le pont, là. Sinon, moi, je vibe pas beaucoup sur le pont. Là. J'aime ça qu'il reste là. Mais en tech, on dirait que cette façon de penser-là s'évapore entièrement. Puis on est complètement confortable à se faire livrer un truc qui fonctionne à moitié, qui a plein de défauts, plein d'enjeux. Oups, il y avait une majeure brèche de données parce qu'on a oublié de protéger telle archive. Puis on est juste complètement numb par rapport à ça. On est juste comme, c'est la vie en tech. Ben, je trouve ça intéressant parce que je savais pas que c'est l'origine par le jeu vidéo, je ne le connaissais pas. C'était une opinion d'un spécialiste, mais je trouvais que ça faisait du sens quand je l'avais lu. Ça se pourrait, je trouve intéressant par ailleurs, mais en même temps, tu regardes comme toute l'histoire de Microsoft. On vit dans un univers de patching de façon continue depuis l'existence même de Windows. Ça n'est que ça. C'était des produits, on rit beaucoup, mais je pense que Windows 95 était un des plus gros fiascos de déploiement de Microsoft, de Windows. Fait que ça fait partie de notre histoire, mais on l'accepte, on l'a toléré, on le tolère encore, et on continue à acheter des produits imparfaits. Puis c'est pas grave, on va avoir une patch, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences, c'est pas grave. On est toujours dans cette espèce de... Puis prendre d'habitude, c'est une belle façon de le voir qu'on nous a entraînés comme des chiens de palois, on nous a entraînés. Puis bon, c'est pas grave, on va juste rebooter. C'est grave de rebooter. Pourquoi je devrais rebooter tous les jours mon ordinateur? Pourquoi il répond pas à son besoin? Pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que tu es prête à sortir de ta roche? Je vais sortir de ma roche. Okay. Pour ceux qui étaient également sous une roche hier, il y a une grande figure controversée, problématique de l'écosystème des influenceurs très de droite qui a été assassiné hier soir en plein débat contre la violence des armes à feu. On souligne l'ironie de la situation. C'est pas de ça que je veux parler par contre aujourd'hui. Ce que je veux parler, c'est un sujet qui nous passionne beaucoup, qui est la désinformation en ligne. Parce qu'une des conséquences de ça, c'est qu'il y a eu un peu une chasse à l'homme par rapport au tireur. Donc, qui est derrière cet assassinat-là? Et l'Internet étant circulé, il y a des wannabe investigateurs qui se sont mis à regarder des photos. Et rapidement, il y a une photo d'un Canadien qui s'est retrouvé dans les partages. Donc, un monsieur de 77 ans, un ancien banquier qui habite à Toronto, qui a reçu un appel de sa petite fille là, en panique, qui lui dit « Papa, pourquoi est-ce que la droite alternative te recherche comme meurtrier en ce moment? » Parce que tout d'un coup, c'est ça. Quelqu'un a décidé que la photo blurry du tireur qu'il avait vu était cette personne-là. La photo a circulé et c'est parti en feu de paille. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en ce moment, il y a comme beaucoup d'incertitudes autour de qui est derrière ça. Personne n'a réclamé l'attaque. On peut faire plein de spéculations si on veut, mais au final, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, c'était quoi les motivations du tueur. Et le FBI n'a aucune idée de qui est derrière ça encore. Il y a des gens qui ont été arrêtés sans succès, sont toujours relâchés dans quelques heures. Et ce gap d'information-là, ce qui se passe, c'est que les communautés qui sont très... On va pas se mentir, il y a quand même un parallèle entre les gens de ces communautés-là et, mettons, QAnon, tout ce qui est conspirationniste.
Donc, c'est quand même une tempête parfaite en ce moment où est-ce que des gens qui veulent trouver des solutions faciles à des questions dans une situation très émotive où est-ce qu'il y a un gros cap d'informations, ben, ils se mettent à spéculer sur les raisons de. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la communauté est divisée en ce moment. Donc, bien entendu, il y a les appels à il faut comme prendre toutes les leftistes parce que c'est clairement eux qui l'ont fait. Puis ça, c'est comme un appel général à la violence. Il y a des gens qui disent que c'est Trump lui-même qui a peut-être ordonné ça pour comme masquer la liste de Epstein. Fait que là, la communauté est divisée sur elle-même si c'est pas eux-mêmes qui ont pas fait ça, s'ils ont pas sacrifié un des leurs. Puis, oh mon Dieu, c'est le chaos sur les réseaux sociaux en ce moment. Les accusations de un de mes mots valises préférés, Demon Kratz, aurait coordonné ça avec dans l'ombre là, avec leurs marionnettistes pour éliminer un joueur important de leur écosystème. Mais pour moi, ce qui est intriguant, c'est à quel point justement dans ces moments-là de friction, où est-ce qu'il arrive quelque chose puis on n'a pas de solution, à quel point les narratifs partent dans tous les sens. Puis ma question, c'est où est-ce qu'on va atterrir? Parce que généralement, après cette tempête-là, il y a un consensus éventuellement qui tombe. La communauté s'aligne sur une réponse. J'ai peur, personnellement, de ça va être quoi leur réponse, considérant le contexte social actuel. Puis, c'est juste vraiment inquiétant que somehow un Canadien de 77 ans se retrouve. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est pourquoi on a besoin de remplir cette question-là. Tu sais, ça fait même pas 24 heures, là. Puis là, on est déjà rendu à des théories de complot, puis puis on a déjà trouvé un Canadien, un vieux Canadien qui potentiellement, tu sais, bon bref, cette histoire-là à sa face même et même farfelue. Mais c'est ce besoin-là et tous ces mouvements-là, puis c'est là où le rêve de l'accès à l'information, la fluidité de celle-ci ne tenait pas compte de la véracité de l'information qui circule, donc la multiplication de l'information. Et là, à quel point les gens ont la capacité de faire promener à peu près n'importe quoi comme information, avec les dommages que ça a comme c'est. Puis quand j'étais plus jeune, je vais arriver, j'avais ces débats-là sur le fait que l'accès à l'information doit être ouvert à tout le monde et tout ça dans cette idée-là. Et en vieillissant, je me rends compte que la réponse à ça, c'est non. On ne devrait pas diffuser trop rapidement de l'information parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir l'information. Et ça vient déformer, puis là, on est dans un contexte où on cherche à remplir un vide. Et ça, c'est d'un dangereux. Puis comme tu le mentionnes, puis à cette occurrence-là, je ne suis pas convaincu qu'ils vont converger. Je crois que ça a l'effet de fracturer. On a déjà parlé de la fracture du MAGA, si tu veux, là, l'espèce de fédération d'opinion que Trump a réussi temporairement à rassembler sous un même chapeau qui est MAGA. Je crois que ce genre d'élément-là va faire éclater. Je sentais déjà que c'était en train d'éclater. Les Sinfire était une première craque dans cette coalition-là qui avait été faite. C'est un autre craque qui se fait par ce genre de choses-là, ou un désalignement, où en tout cas, on a deux histoires. Puis là, c'est plus la gauche contre la droite, mais ça va être genre l'extrême droite contre la droite. Puis là, ça va être tous ces éléments-là qui vont devoir se battre et donc essayer de monopoliser le narratif. Puis on est vraiment dans un contexte qui monopolise, va monopoliser ou va parler le plus fort, qui va théoriquement l'emporter sur l'espace public, mais après ça, dans le réel, sur le terrain, c'est pas tout à fait aligné. Là. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. Avec le marathon de Boston, il y avait eu une situation très similaire où est-ce que tout d'un coup, la photo de quelqu'un avait circulé. Puis ce qui est inquiétant, justement, c'est on sait avec X, anciennement Twitter, c'est passé, c'est justement le fait que n'importe qui peut acheter des petits crochets bleus maintenant. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on remarque qu'il y a des sites, il y a des comptes qui se font passer pour des sites de nouvelles. Puis, tu sais, justement, une des nouvelles qui a circulé, justement, avec notre petit banquier de 77 ans, c'est que c'est une photo qui a l'air hyper officielle d'un titre qui s'appelle Fox 11, fait qu'il a l'air légitime, mais que c'est pas du tout Fox. Puis, que le petit crochet bleu, là, puis qui va dire comme tueur confirmé avec le nom, genre, puis la photo. Puis, une chance que ce monsieur-là habite carrément à Toronto, parce que comme s'il avait été proche du lieu, il aurait pu être sincèrement en danger dans cette situation-là. C'est ce qui est inquiétant au final, c'est que les gens peuvent se retrouver dans des situations très dangereuses, être arrêtés.
On est dans des contextes de justice populaire d'autant plus. Puis les médias sociaux ont amplifié ce goût de justice populaire qui pourtant est une très mauvaise justice. On le voit, on l'a vu, l'histoire nous a éjonché de mauvaises décisions par rapport à cette justice populaire parce qu'elle est émotive, elle n'est pas dans les faits, elle n'est pas dans le moment. Et heureusement pour ce monsieur-là qui n'est pas qui est au Canada, fait qu'il est loin du problème. Donc à moins qu'il décide de remonter jusqu'au Canada pour aller poser du trouble, je pense qu'ils vont abandonner. Mais aussi, ce que tu mentionnes, c'est tous les sites relais qui sont faits par la désinformation, notamment par les Russes, ont beaucoup de sites relais, de petits sites qui, avec le temps, prennent de l'importance parce que ils sont indexés, puis ils servent à parsemer la désinformation. Puis à l'heure actuelle, probablement que les Russes doivent avoir leur gros doigt sale dans les médias américains pour essayer d'influencer peut-être le outcome le plus intéressant pour eux à l'heure actuelle, qui on a même parmi les Russes, Grok s'est mêlé de la partie sur la désinformation également. Pendant un bref moment, hier soir, Grok, donc le fameux IA de Elon Musk, réitérait que oui, c'était ce monsieur-là qui était le tueur confirmé. Donc, comme si c'était un fait, là, carrément. Le désespoir dans ton visage. Non, mais c'est de commencer à croire qu'un AI a l'information et capable d'une source autoritaire d'information, c'est de la pure folie. Et ça en soi, c'est un énorme problème. Puis ça amplifie encore plus la situation. Les gens vont poser des questions à ChatGPT comme étant un oracle qui va être capable de nous faire ça. Donc Grok, la même chose, ou peu importe lequel on utilise, parce que c'est toute la même chose. C'est juste un algorithme très de base. On s'inquiète de Google qui est capable de nous identifier avec un mouvement de souris. C'est ça, ces grands algorithmes-là. Mais définitivement, justement, la notion de ces IA-là, ce qui est intéressant, c'est que on peut manipuler, justement, c'est Grok qui est relativement facile à manipuler. T'sais. Grok, c'est l'exemple typique d'un mensonge répété assez souvent devient 100% la vérité. C'est facile de répéter souvent un mensonge sur Twitter, essentiellement avec des bots, etc. Du astroturfing. Ouais, surtout que l'entraînement de Grok sur X, c'est déjà un problème en soi où tu t'abreuves dans les vidanges du monde. Donc, tu penses que ça va faire quoi à terme? Ça va continuer à garocher des vidanges? Mais ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à avoir cette vision-là des IA, que ce sont des robots neutres et parfaits. Et donc, justement, cette notion d'oracle-là, elle est très ancrée dans les gens parce qu'ils ont tendance à penser que l'IA va dire une réponse qui est neutre. L'IA n'a pas d'émotion, donc c'est la vérité infuse. S'il y a un problème, t'es enseignant aussi, les deux, on a des charges de cours. C'est sûr que tu le vois avec tes étudiants là, qui ont tendance à, au lieu de faire une recherche, puis d'aller voir justement dans les sources, etc., ils vont juste demander à un IA la question, puis copier-coller sans la relire la question en prenant whatever ce qui ressort. Je vais aller plus loin que ça. Dans mon contexte professionnel, je le vois chez mes clients, des gens qui me garochent des documents qui ont été littéralement produits par du AI et ça en est triste à quel point, même professionnellement, là, on ne parle même pas d'étudiants, on parle de professionnels, des gens qu'on paye font ce genre de travail-là et en l'espace de 5 secondes, je suis capable de le voir puis je retourne le document parce que je dis, c'est pas sérieux le travail que tu fais. Fait qu'on est dans un contexte, c'est juste comme... Mais ça, c'est qu'on... Là, on le voit professionnellement auprès des étudiants, etc. Mais comme en ligne, ça devient grave, selon moi. Parce que justement, dans un cas comme hier, il arrive un événement, il y a un gap informationnel, les gens se tournent vers leurs oracles. Et non seulement ils vont être validés, peu importe leurs émotions dans ce moment-là, mais en plus, ils vont se faire dire la grosse bullshit, essentiellement. Comme n'importe quoi. Puis dans le cas où est-ce que Grok réitérait avec tant de certitude, oui, ce monsieur-là, il a été appréhendé par le FBI, c'est lui le coupable, c'est horrible. Puis c'est fou qu'il n'y ait aucun garde-fou là, par rapport à cette situation-là. Le AI en général et dans le cas spécifique dans lequel il est véhiculé, ça c'est un bel exemple. Par exemple, je ne sais pas si ça va faire jurisprudence en termes de choses. Il y en existe pas tant de garde-fous avec le AI parce que ça fonctionnement même rend ça très difficile de lutter contre les hallucinations. C'est très, très difficile. Et même on a de la difficulté à le rendre pas, tu sais, qui essaie de te flatter finalement, là. Il est très sacophone, là. Il est très genre, il veut te plaire. Il veut être comme ton meilleur ami tout le temps. Fait que, tu sais, il essaie de dire qu'il a la même chose que toi. Fait que c'est très difficile de lutter contre cette façon-là de fonctionner des AI. Puis dans un contexte comme l'événement qu'il y a eu hier soir,
c'est très difficile pour de mettre des barrières à ce que ces AI-là ne viennent pas juste comme rassurer la personne dans son état de conspiration. Puis ça vient comme amplifier la conspiration parce que il va justifier la conspiration. Grok est un des pires parce que lui-même s'alimente dans les vidanges même. Les autres le font pas. Mais même les autres, tranquillement, vont commencer, quand on a une discussion avec, ils vont nous amener à dire ce qu'on veut entendre. Puis même, il va aller jusqu'à dire le contraire de la vérité pour te plaire. Fait que s'il donne la bonne réponse, il dit non, c'est pas la bonne réponse, c'était l'affaire. Il va corriger sa bonne réponse pour une mauvaise réponse pour te faire plaisir. Oui. C'est ça actuellement les éléments, là. Mais ça me rappelle toujours un de mes exemples préférés d'hallucination d'IA, qui est l'Australie n'existe pas, qui est à un moment clé où est-ce que Bing voulait, l'IA de Bing, là, allait s'entraîner sur Reddit, qui est pas nécessairement une nouvelle du web, mais disons qu'il y a des subreddits pires que d'autres. Il y a des secteurs plus ou moins sombres que d'autres. Mais bref, s'alimentait de ça en sachant que c'est des réponses humaines, right? Puis le point, c'est que sur Reddit, il y a une joke qui est ongoing que l'Australie n'existe pas. En mode, à chaque fois que tu postes un truc un peu surréel d'une araignée géante, que les Australiens sont fait, oh non, en fait, ça, c'est nos meilleurs amis, ces araignées-là, parce qu'ils mangent les autres trucs pas nice. Les gens répondent, c'est pas vrai que ça existe l'Australie. Comme, voyons donc. Absolument insane. Puis le point, c'est que c'est pas vrai que ça existe l'Australie. A tellement été répété souvent que Bing a juste 100% intégré que l'Australie n'existe pas. Et il y a eu un bref moment où si tu googlais des choses sur des koalas, par exemple, Bing te répondait que c'était une créature imaginaire parce que l'Australie n'existe pas. Ce n'est pas un vrai pays. Ça a effectivement été corrigé dès qu'on a trouvé ça. Il y a comme, peut-être que l'algorithme, on doit corriger des choses. Mais ce que ça me laisse penser, c'est à quel point est-ce qu'on peut facilement manipuler éventuellement la vérité puis faire halluciner un IA en justement répétant quelque chose assez souvent. C'est de contrôler les données d'entraînement, puis ça devient difficile. On va frapper sur Grok parce que j'aime ça. Ces données d'entraînement sont déjà pas super fiables, donc c'est sûr qu'ils vont amplifier ces éléments-là. Il y a beaucoup d'éléments sur Internet qui sont pas fiables. Le cas de l'Australie est très comique parce qu'il y a des éléments comme ça qui sont pas capables de différencier et c'est aussi comment les compagnies entraînent leurs données ou leurs modèles sur ces données-là, ensuite qui devient comme un problème parce qu'il y a des groupes sur Reddit qui sont effectivement fiables, il y en a d'autres qui sont moins. Sur l'Australie, j'aime bien l'élément qui dit que les kangourous sont des chevreuils qui ont été en prison trop longtemps. Donc, fait que c'est des éléments comme ça. Fait qu'il faut pas se fier à ces folies-là. Maintenant, je l'ai dit, fait que c'est rendu dans l'univers. Fait que je suis la cause du problème que maintenant on va voir ça. Mais toute cette information-là, on humain a appris à la différencier. En tout cas, la plupart des humains ont appris à différencier, être dans le contexte, mettre les choses, comprendre ce qui se passe. L'AI ne le fait pas, n'est pas capable de le faire. Au mieux, il va avoir la capacité de distinction d'un enfant de 5 ans sur ce qui se passe autour de lui. Mais c'est à peu près tout ce qu'on est capable d'en tirer réellement. Donc, à ça, de se fier là-dessus comme étant un oracle, c'est un problème parce que la notion même de l'oracle est un être transcendant ou un être supérieur qui est capable d'aller plus loin que ce qu'on est capable de ça. Mais là, il n'y a rien de transcendant dans cet objet-là. Et c'est pas proche qu'on va avoir quelque chose de transcendant là-dedans, au-delà du fait que ça a les avantages que ça représente, mais on est rendu à la limite du LLM, là, ce qu'on a présentement comme capacité. Et cet exemple-là, puis on va le voir probablement dans les prochains jours, ça va être drôle, puis on aura l'occasion d'en reparler, à quel point Grok a déliré et comment ce délire de Grok-là a influencé ou amplifié certains éléments dans ces groupes d'extrémistes-là. Là. Qui est un peu, puis tu sais, le monsieur qui a été interviewé dans les médias justement pour comment ça se passe, cette situation-là. C'est un monsieur qui était quand même un peu public également parce que c'est un advocate pour une cause au niveau de la santé. Là, c'est quelqu'un qui parle publiquement pour aider des victimes, etc. Et il s'est retrouvé, là, il y a certains posts qui ont été vus par des millions de gens. Et il a reçu des messages haineux là, à travers son Facebook personnel, etc. Puis ce monsieur-là, en fait, mentionne être inquiet que qu'est-ce qui arrive dans une couple de mois qu'un idiot dans ces mots tombe sur un poste comme ça, le croit, puis décide là, de prendre la justice entre ses mains parce qu'il ne s'est pas tenu au courant que c'est une fausse nouvelle. Il a l'intention de poursuivre les sites un peu plus légitimes qui ont relayé cette information-là. Props à lui d'être
d'être un monsieur qui a ce genre d'énergie-là à 77 ans, d'être juste comme moi, c'est sûr, mais c'est une bonne idée de faire ça. Puis je pense qu'on c'est pas suffisamment fait. Je pense qu'au même titre qu'on est habitué dans le TI de dire c'est pas grave, on va avoir une patch à un moment donné, puis on fait avec, puis on passe au suivant, qu'il n'y a pas d'action judiciaire suffisante pour dissuader les compagnies de faire n'importe quoi et de justement répéter des âneries. Quoique Fox l'a payé quand même assez cher là, de répéter des âneries. Là. Ils ont quand même eu, puis leur animateur vedette a été remercié à cause de ça, mais il n'y a pas suffisamment de gestes ou de garde-fous à défaut d'avoir des lois qui s'appliquent et qui se font appliquer par des gouvernements qui veulent pour limiter ces problèmes-là. Au moins, les poursuites judiciaires peuvent avoir un élément dissuasif qui va peut-être amener le bon sens dans les éléments médiatiques, là, dans les journalistes, la rigueur journalistique que notre ami absent ne surveille pas ce qu'on nous propose aujourd'hui. Il ne regarde pas avec ses grands yeux puis il fait comme « Qu'est-ce que vous avez dit là? » Pour qu'il va éditer la vidéo. Mais oui, donc pour moi, tu sais, comme on parlait beaucoup, il y a des moments pivots dans les univers conspirationnistes. Puis je me demande si c'est passé hier, ça sera pas un de ces moments pivots-là, justement, dans ces écosystèmes-là, de par le fait que c'est devenu très grand, très rapidement, que c'est reçu, là, que le gouvernement s'en mêle. Il y a un énorme gap d'information. C'est dans un moment où est-ce que c'est très chargé émotionnellement. On est le 9/1 aujourd'hui pour ceux qui n'avaient pas remarqué la date. Donc, aux États-Unis, une période très sensible par rapport à ce genre d'enjeu-là. Dans un contexte où est-ce qu'il y a eu d'autres assassinats qui se sont passés également il y a quelques mois, entre autres une dame à la législation américaine, où est-ce qu'elle, son mari et son Golden Retriever ont été assassinés dans leur maison là, pour des motivations politiques par un fan de MAGA là, qui a comme proclamé c'était quoi ses intentions et sa motivation derrière tout ça. Donc, définitivement, le contexte actuel est très explosif. Puis, ce genre de contexte-là qui est explosif avec les modes de communication qu'on a en ce moment, avec ces nouveaux outils de communication-là, dans un univers un peu post-truth, c'est inquiétant parce que dans les faits, la vérité, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu convaincs des gens de « Ah non, c'est pas un deep state action qui vient de se passer, c'est juste un tueur fou qui a comme pris une décision quelconque, alors que ces gens-là sont déjà convaincus qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu, ils sont pas satisfaits par peu importe les réponses qui vont être fournies. Ben, c'est ça. Puis on n'aura jamais, de toute façon, il n'y aura jamais satisfaction avec les réponses officielles. On le voit avec dans le cas d'Epstein, ou même au-delà du fait qu'on croit qu'effectivement, il y a des gens influents qui ont profité de quelque chose d'odieux et qui devraient être exposés. Le Pizzagate est probablement le meilleur exemple qui est d'éléments délirants qui a eu lieu. Ces gens-là cherchent ils ont comme une quête qui pour moi est complètement, je peux même pas comprendre, je suis tellement loin de cet élément-là, de cette quête-là de vérité, cette quête-là de justice, d'appartenance, que ça les amène à poser des gestes malheureux. Justement, je pense, je ne me rappelle plus dans quel état, mais oui, c'est une personne démocrate qui a été tuée juste parce que l'autre, le cas d'hier soir aussi, c'est un cas qui amène. On n'a pas aimé la personne, ça reste que quelqu'un est mort, là, comme on ne souhaite jamais ça à personne. Mais tu parlais de Pizzagate, ça a failli virer en catastrophe Pizzagate parce qu'il y a un monsieur quelque part qui avait été convaincu qu'il y avait effectivement une pizzeria, que dans le sous-sol, il y avait des pauvres enfants martyrisés, puis il avait décidé que ça allait être lui qui allait régler le problème, puis il s'est pointé là avec ses armes à feu. Puis heureusement, il s'est rien passé de plus que ça. Heureusement, quand il a réalisé qu'il n'y avait rien, il n'est pas parti en panique, il s'est laissé être arrêté, puis il n'y a personne qui est mort, mais c'est quelque chose qui aurait définitivement pu dérailler énormément. Puis le problème avec ces conspirations-là, c'est que les gens deviennent tellement convaincus qu'à un certain point, ça devient très difficile de les sortir de ces mindsets-là. Puis il y a un effet addictif. Ça devient addictif, ces choses-là. C'est le doom scrolling, en fait. Là, c'est addictif simplement. Il y a comme un rush d'informations. De se poser des questions, d'avoir cette communauté-là autour de toi, c'est quelque chose qui est addictif, surtout si tu es quelqu'un qui est un peu plus isolé socialement.
Puis, le principe d'une conspiration, c'est que ça a un effet qui est très soothing pour les gens, puis ça semble très contre-productif parce qu'on se dit, ben c'est sûr qu'ils s'inventent des histoires absolument horribles. C'est comme le monde n'a pas l'air fun à travers les yeux d'un conspirationniste, ça a l'air très inquiétant, tout le monde est méchant, tout le monde est comme ah. Puis, mais c'est soothing parce que le monde est hyper complexe. Puis les gens qui tombent dans ces conspirations-là n'arrivent pas à dealer avec la complexité puis les nuances. Puis d'avoir quelqu'un qui lui dit, c'est facile. Il y a des héros, il y a des démons vilains, puis toi, tu connais la vérité. Puis c'est facile parce que tout est noir ou blanc. Il n'y a pas de question à se poser. Cet effet-là, il est extrêmement soothing et rassurant. Psychologiquement, fait que c'est addictif. Oui, j'allais dire les démocrates, là, comme tu disais. Les démocrates, puis le rat de crat, c'est comme en majuscule, fait que c'est comme des démons rats. C'est fantastique. Un mot valise. Ouais. Mais c'est vrai, ça amène une simplification du monde qui est quand même très, très grande. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de traiter. Je sais pas, c'est un phénomène qui est typiquement américain parce que le niveau d'éducation aux États-Unis, il est désastreux. Malheureusement, leurs écoles, c'est démontré. On a la deuxième plus grande communauté QAnon au Canada. Ouais, ben c'est là où j'allais après. Là. Ça en fait partie du problème, mais ce n'est pas que le problème. Le Canada est un des pays les plus éduqués au monde. On a des bons scores. On se situe dans le top, bien au-delà des Américains. Donc, on a aussi ce problème-là qui nous habite. Sam les étudie beaucoup. S'y intéresse énormément. À chaque fois, c'est dans des conversations en ondes qu'on a ce sujet. Ça me fascine énormément. Ces collectifs-là. Et ces collectifs-là, puis ça revient aussi à ces collectifs-là qui pensent qu'ils ont la vérité, puis qui l'imposent aux autres. Puis moi, c'est l'aspect qui me fatigue le plus. Tu peux avoir ta vérité, tu peux être chez vous, tu as le droit. Mais que tu viennes m'imposer ta vérité, qui n'est pas la vérité, ça m'agace beaucoup plus en tant qu'individu. Ça l'enlève le fait que j'ai pas, c'est comme si j'avais pas d'agence, je suis dans l'erreur, je suis l'espèce de forme de rectitude. Puis c'est un peu le problème, puis ça vaut aussi sur le problème aux États-Unis, on le voit beaucoup, qui reproche peut-être ce qu'ils appellent les woke, c'est ces gens-là, cette rectitude-là, de dire si tu fais pas comme moi, t'es mal. Fait que ça, c'est la façon woke de voir les choses. Puis la façon, disons, MAGA, c'est t'es obligé de faire comme moi, sinon je te tue. Ou whatever, quoi, je te fais souffrir. C'est comme deux univers qui sont dans la rectitude, mais pour des raisons, pour des moyens différents d'application. Mais on est encore dans la rectitude. Si tu penses pas comme moi, t'es dans l'erreur. Et ça me fatigue énormément dans un univers complexe, qu'il y a pas tant de vérité que ça, au bout du compte. Là. C'est ça, là. En fait, le monde est complexe et nuancé, puis pour moi, c'est comme la Twitterification des discours puis des débats. Tu peux pas rentrer une opinion nuancée dans 140 caractères. Là, je sais que c'est rendu 200 quelque chose, mais tu peux pas rentrer une opinion nuancée dans ce genre de module caractère réduit. Donc, t'as pas le choix de faire des raccourcis. T'as pas le choix d'y aller en mode snappy. T'as pas le choix d'éliminer la nuance. Cette habitude-là qu'on s'est pris de débattre dans petits caractères courts comme ça, pour moi, ça nous a mené à des enjeux où est-ce que maintenant tout est rendu polarisé parce qu'il y a pas d'espace. Il n'y a pas assez de caractère pour avoir de nuances. Ça voudrait dire que Twitter, version originale à 140 caractères, a tranquillement réduit la fenêtre d'attention qu'on a, ou a réduit la fenêtre de débat qu'on a. Et ce n'est plus juste sur les réseaux sociaux que la fenêtre de débat s'est réduite, mais elle s'est répliquée dans la vraie vie, donc on n'est plus capable. Puis c'est vrai que dans la vraie vie, on n'est plus capable de discuter. Ça devient émotif rapidement, polarisé rapidement, puis on peut pas avoir de discussion nuancée, surtout sur l'espace public. Là, c'est foutu, on peut pas, on est tout de suite cataloguer quelque chose, on est ci, on est ça, puis donc on devient une mauvaise personne pour quelqu'un d'autre parce qu'on pense pas comme elle. Mais c'est le même enjeu parce que si tu as un débat nuancé, éventuellement, ce qui est intéressant pour le publier ensuite en ligne, mais il faut le rentrer dans ces caractères-là. Il faut le réduire à une seule phrase qui est catchy, qui va créer des réactions, parce que une opinion nuancée, ça ramène pas des clics, ça ramène pas d'engagement. Puis toute l'économie du web dépend de gens qui réagissent émotionnellement à des choses. Donc il faut qu'il y ait une réaction émotionnelle.
Donc, le consensus n'est pas payant simplement. Donc, il y a cette tension-là vers la radicalisation, vers la polarisation. C'est un des exemples que je donne beaucoup par rapport aux algorithmes, c'est que YouTube va toujours trouver que tu n'es pas assez extrême à son goût. Parce que ça semble que si tu es une personne nuancée, heureuse dans ta vie, tu ne passes pas 14 heures à regarder des vidéos YouTube dans ta journée. Puis, un des exemples classiques, c'est que si tu vas sur YouTube pour trouver une recette pour lundi sans viande, rapidement, ils vont te pousser vers des vidéos de végétarianisme. Ensuite, vegan. Puis là, je dis ça en étant végétarienne moi-même au passage. Mais si tu commences par je me cherche une petite vidéo, là, un petit YouTube lundi sans viande, right? Tu vas rapidement être poussé vers des vidéos de la seule solution alimentaire, c'est d'être vegan, que tu manges juste des noix et des fruits. Puis là, quand t'es des crudivores. Oui, mais je suis full crudivore. Puis quand t'es rendu assez loin dans le crudivore, ça flippe. Puis là, tu tombes dans le carnivore. Fait que non, en fait, manger des noix, ça va te rendre malade. Il faut que tu manges juste la viande et du beurre 100% du temps. Puis l'algorithme veut juste te pousser dans une autre version extrême. Puis quand tu as épuisé un extrême, il te flippe de l'autre côté. C'est complètement hallucinant à quel point c'est systématique. Puis il y a des expériences qui ont été faites parce que les gens partent d'un profil téléphone complètement vierge. Puis ils vont chercher sur un fichier, puis c'est très rapide. L'algorithme est comme, oh, t'es un peu intéressé par ça, c'est pas assez, allons-y. Puis en l'espace d'une journée ou deux, tu te ramasses dans des extrêmes. Ça s'applique surtout, là. Là, je donne l'exemple de végétarisme parce que c'est léger, puis je pense pas que personne va prendre offense de la chose. Mais ça peut être un petit garçon qui dit comment je peux poser mon ami à l'école parce que j'ai un crush sur elle. Puis très rapidement, c'est dans le gros dating game masculiniste super intense de comment haïr les femmes puis les manipuler. Puis dès que tu te poses une question en ligne, l'algorithme veut te pousser dans l'extrême de cette catégorie-là. Parce que c'est là que l'engagement est. C'est là que l'argent est. C'est ça, suivre l'argent, c'est inévitable. Le AI, c'est la même chose. Tout ce qui nous entoure, il faut suivre l'argent, puis on comprend pourquoi on est poussé vers ces éléments. Donc, plus qu'on consomme, de toute façon, c'est en Facebook, les émotions négatives elles sont plus payantes, donc vont favoriser des éléments de polarisants parce que c'est plus payant pour eux autres, parce qu'ils ont plus de vues, plus de revenus. Plus de revenus, ben on est content, on a plus de gros parties en tant que grand exécutif. Donc, ça l'amène ce genre de déviation-là qui, c'est mal, finalement. Puis l'ironie, c'est qu'avec l'IA, c'est complètement le contraire qu'on observe. Ou est-ce que tout d'un coup, c'est l'opposé? Ou est-ce qu'au lieu d'essayer de te provoquer, ils veulent te faire sentir comme si tu avais toujours raison? Puis là, ce qu'on voit, c'est que l'IA nous love bomb essentiellement, en nous disant qu'on est les meilleurs, on est les plus gentils, on est les plus simples, on a toujours raison. Si vous voulez tester les limites de ChatGPT par rapport à comment est-ce qu'il vous donne tout le temps raison, allez sur Am I the Asshole sur Reddit. Trouvez le dernier post où est-ce que c'est voté à 99,9% You are the asshole. Copier-coller l'histoire dans ChatGPT puis demandez-lui si vous avez raison. Puis, je vous promets, il va trouver une façon de vous dire que dans les faits, absolument, vous êtes justifié dans vos comportements. C'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant. Puis, tu sais, à Sébastien, on travaille beaucoup avec les victimes de violences conjugales. Puis, une des choses que je commence à voir, c'est que les abuseurs se servent de ChatGPT pour gaslighter leur partenaire en disant, regarde, l'IA me dit que j'avais raison, c'est toi qui as le tort dans cette conséquence-là. Puis, encore une fois, quand les gens ont la perception que l'IA est la vérité infuse, si tu te fais dire par l'IA, oh my God, c'est peut-être moi qui ai surréagi, en fait, c'est peut-être mon chum qui a raison là-dessus, c'est hyper dangereux comme situation. Ça garde des gens captifs parce qu'en même temps, tu sais, pourquoi tu irais t'assiner avec des gens qui vont te dire que t'as tort quand t'es ton meilleur ami qui va te dire que tout est beau puis que t'as raison puis que t'es le meilleur. Ouais, c'est gaslighté, toutes ces affaires-là, ça nous amène dans des conséquences un peu tristounettes pour le contexte social. Là. C'est pas, tout ça n'est pas chouette. Là. D'un côté, t'as les algos qui nous amènent dans des extrêmes, et de l'autre, t'as le AI qui nous confirme qu'on a raison. Fait qu'on va tout devenir des narcissiques complètement fous dans des temps records. Si tout ça se continue dans cette direction-là. Puis tu parles de temps record, mais il y a des études que le FBI avait faites sur combien de temps ça prend entre la première exposition entre un contenu conspirationniste puis une invitation à la violence concrète. Puis dans certains cas, c'était 10 jours. Ah non, mais je suis outré, là. Mais en même temps, puis c'est un constat, puis
l'humain n'est pas disposé à l'écouter, à quel point on est fragile, à quel point on est facilement manipulable, même si on pense qu'on ne l'est pas. Nous sommes tous manipulables d'une façon ou d'une autre. C'est juste de trouver le bon bouton, puis on va glisser. Puis 10 jours, c'est pas long de passer à quelqu'un de tranquillou qui... Nancy sur Facebook, sans histoire, qui voit une petite nouvelle sur des enfants kidnappés par Wayfair, puis que 10 jours plus tard fait une annonce comme quoi que X nombre de groupes de personnes devraient être simplement mises à mort parce que c'est des démocrates. Ouais, 10 jours. C'est quand même assez impressionnant. On va terminer là-dessus. On va closer là-dessus. On est sur le point de notre chose. On va là. Mais fini. Ouais, c'est ça. Propose quelque chose de positif par rapport à ce genre de choses. Mais moi, j'ai rien de positif. C'est juste comme déprimé sur me rendre compte que tu sais, il y a finalement pas no escape. Là. On est juste comme foutu. Là. Mais... Oui, mais en même temps, je pense qu'on est à la bonne conférence pour ça parce que je pense qu'un des constats à travers toutes les conférences jusqu'ici, c'est que l'humain est vulnérable. Puis, c'est notre job, right, en tant qu'en cybersécurité, d'essayer de trouver des façons à ce que l'humain soit moins vulnérable. Puis, je pense que ça s'applique pas juste à protéger des entreprises, mais ça s'applique à protéger carrément notre société puis notre démocratie parce que les façons dont on est vulnérable par rapport à notre mot de passe pour notre compte bancaire ou notre compte d'entreprise, c'est les mêmes façons qu'on est vulnérable par rapport aux conspirations. Fait que la bonne nouvelle, c'est que s'il y a une solution à trouver, on est probablement au bon endroit. Avec les bonnes communautés. Merci dans la salle. Merci en ligne pour les personnes. On n'a aucune idée de combien de personnes en ligne. Fait que bonjour en ligne. Merci. Puis merci Catherine d'avoir conspiré avec moi.